Le sujet, c'est la guerre du contenu. Et on parle bien de guerre. On va voir après avec quelques stats. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué quand on veut faire du contenu sur Internet. On verra aussi quand même pourquoi faire du contenu, pourquoi tout le monde se rue sur ces tactiques de contenu. Les règles pour le webinaire, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. J'essaierai de faire en sorte que Franck, qui est notre expert, que je vais présenter dans 2 secondes, puisse vous répondre. Et on partira peut-être quelques sujets pour la fin. Donc aujourd'hui, c'est Efinity qui nous parle. Donc moi, je suis directeur marketing. Donc, je suis directeur studio. Directeur studio, voilà. Donc c'est lui qui va gérer des projets comme des développements de sites, des créations de vidéos, que ce soit en motion design ou de la capture de témoignages, des choses comme ça. Puis plein de petits sujets. C'est ça, tout ce qui va être bannière, tout ce qui est classique, et puis un petit peu justement tout ce qui est contenu, donc texte, vidéo, images, voilà. On traite de tous les sujets. Donc, pourquoi on décide de vous parler de contenu? Donc, rapidement, Efinity, c'est une agence qui fait de l'acquisition digitale. Donc, elle va chercher des nouveaux clients. On va chercher des nouveaux clients pour les annonceurs qui travaillent avec nous. Et de plus en plus, on est amené à produire des contenus pour nos clients, pour les aider à justement faire leur acquisition en ligne. Et on se rend compte que ce contenu, il devient vraiment important pour une campagne réussie. Et qu'autour de ce contenu, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Donc, on le verra, il y a réellement une guerre de contenu, on verra dessus. On va vous donner les billes pour bien vous préparer, pour avoir aussi des billes à remonter à votre direction si vous avez besoin d'aller convaincre du monde en interne, du bien fondé d'une démarche de contenu. On verra aussi ce que nous, on considère être un contenu remarquable. Donc, ça, c'est une notion que nous, on s'applique au maximum. Pas produire du contenu juste pour se faire plaisir, mais vraiment, qu'est-ce qu'un contenu remarquable? Qu'est-ce qu'un contenu qui va donc être remarqué? Et comment tenir sur la longueur, parce que nous allons voir, il s'agit d'un marathon et pas d'un sprint. Donc, on va commencer tout de suite. On va parler du poids de la vidéo, qui est un premier élément. C'est qu'on parle de contenu, on va penser article, on va penser, si on est dans le B2B, à des livres blancs, et on va surtout penser de plus en plus à la vidéo. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Franck? Tout à fait. Donc, sur les histoires de contenu, donc il y a vraiment des tendances qui vont se dégager. Là, l'idée, c'est de faire un petit peu le point sur quelques chiffres. Alors, les chiffres ne sont pas à prendre tels quels, mais c'est vraiment pour essayer d'aller trouver la tendance au niveau des contenus de ce qui va se passer par la suite. Donc, nettement, donc on voit que la vidéo, dans les contenus de demain, ça sera vraiment un énorme enjeu. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, 1/3 de toutes les activités en ligne seront consacrées à regarder de la vidéo. Enfin, sont aujourd'hui donc consacrées à regarder de la vidéo. Donc, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup d'activités autour de la vidéo. 79% du trafic internet en 2018 sera représenté par la vidéo. Donc 4/5. Donc, ça fait 4/5, effectivement. Et ce qui est à mettre en corrélation, c'est vraiment, alors la vidéo, ça a un poids, donc c'est normal que ça prenne beaucoup de parts de trafic. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est à 50%. Donc ça veut dire que d'ici à 2018, on va passer de 50% à 79%. Ça, c'est quand même une grosse progression. Ensuite, ce qui est intéressant donc, dans la vidéo, c'est que YouTube, c'est le 2e moteur de recherche derrière Google, et ça ne fait à mon avis qu'augmenter. Et ensuite, sur YouTube, on a 4 milliards de vues qui sont faites chaque jour, et 25% sont faites sur mobile. Donc ça va nous amener un peu à la tendance suivante. Alors, c'est vrai qu'un autre sujet aussi, c'est quand on parle aujourd'hui de contenu, on parle beaucoup de mobile, parce que le contenu devient incontournable sur mobile, tout simplement parce qu'on est tous à un moment ou à un autre face à son outil mobile, avec une application comme Facebook, Instagram, une application news, Le Monde, Le Point, Le Figaro, ça dépend ce que vous disiez, Libération, etc. Tout le monde va avoir ses applications favorites dans lesquelles on consomme du contenu, c'est ce qu'on fait beaucoup en mobilité, et après il y a un vrai intérêt du coup d'être positionné à ce moment-là. Donc ça, tu peux partager rapidement quelques stats, je pense. Alors oui, donc sur tout ce qui est mobile, donc du coup ça nous amène à tout ce qui est mobilité. Donc on a 24 millions de Français qui sont actifs sur les réseaux sociaux, donc ça fait énormément de monde. Sur mobile, hein. Sur mobile, oui, on est vraiment sur mobile. En 2016, donc on va avoir aussi 62% en fait des publicités qui vont se faire sur le support mobile. Donc ça aussi, on voit que la publicité, il y a un véritable enjeu en ce moment sur tout ce qui va être sur tout ce qui va être mobile. Qu'on a
donc ça, c'est dans la guerre qu'il y a entre Facebook et Google. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'effectivement, donc, ils se tirent un petit peu la bourre. Hein, donc, Facebook va rattraper, je pense, en 2017 voilà, il va faire a priori près de 2 fois plus de revenus de bannières publicitaires que Google. Donc, c'est une vraie tendance chez eux. Et on a 50% des vues, voilà, qui sont faites sur YouTube, qui sont faites sur mobile. Alors ça, c'est plutôt sur des stats françaises, sur les personnes qui vont avoir tendance à regarder YouTube sur mobile en France. Voilà. Alors, déjà quelques questions qui se posent, donc on va y répondre rapidement. Est-ce que ça veut dire que l'écrit est mort? Ça, c'est un débat. J'étais récemment à une conférence de Facebook. Pour eux, il y a eu la phase de l'écrit, la phase de l'image. On est aujourd'hui dans l'âge de la vidéo. Et pour eux, ce qui vient par la suite, ça va être tout ce qui est réalité augmentée, voire virtuelle. Donc, c'est pas mort le texte, mais si on veut avoir un impact, on verra après si nous on considère un contenu remarquable. La vidéo commence à vraiment prendre le pas, notamment parce que ça représente de plus en plus de possibilités et c'est aujourd'hui disponible dans beaucoup de cas de façon simple. Il y a quelques années, on était limité par la bande passante, etc. Aujourd'hui, on a tous un accès assez rapide pour aller consommer sur YouTube. Donc, juste avant de passer à cette slide-là, je voudrais juste vous dire qu'il y a quand même 71% des entreprises en France qui vont augmenter leur budget vidéo. Pour vous dire que c'est un vrai sujet, il y a 60% des marketeurs qui vont aussi augmenter leur budget sur mobile. Pour vous dire que c'est des tendances fortes. Voilà. Ensuite, voilà, pourquoi on parle de guerre, de contenu et quel est l'intérêt de se démarquer là-dedans? Là, je vais laisser Guillaume expliquer du coup un peu la slide. Voilà, donc nous, on arrive tous à ce même constat, c'est qu'il y a un nombre limité d'heures dans la journée, on doit dormir, manger, travailler, et donc le nombre d'heures pendant lesquelles on peut consommer du contenu est quand même fini. J'ai envie de dire, il a tendance à avoir augmenté au maximum de ce qu'il peut. Donc on arrive à un plateau, en même temps, la production de contenu par les annonceurs de tous bords commence à décoller seulement maintenant, et on va donc se retrouver face à une impasse où les gens ont un temps très limité. Donc c'est la courbe blanche sur l'image que j'ai prise ici, c'est une image pendant une conférence de Facebook récemment, c'est un diagramme de Facebook, et la courbe noire qui est le contenu créé. Donc il y a un fossé qui crée entre création de contenu et consommation de contenu. Et donc si vous voulez que votre contenu arrive à émerger, c'est une vraie guerre, il va falloir s'armer et faire les choses bien. On ne peut pas juste s'appuyer sur un petit peu de SEO sur son site pour être sûr que ces contenus soient consommés. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir un réel intérêt à se démarquer. Voilà, parce qu'il va y avoir de la masse, et du coup, il va falloir ressortir de cette masse. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous demandait aussi les sources des stats. On vous les partagera dans la version du document qu'on partagera. C'est vrai que là, on ne l'a pas forcément mis. Oui, alors il y a du Salesforce, du e-marketer. Enfin, voilà, ça, on vous donnera un peu plus d'informations, mais c'est des statistiques qu'on trouve à peu près partout. Voilà, on la trouve facilement dans Google. Et pas mal de stats aussi. Voilà, ce qui était important, c'est pas tellement les chiffres, mais c'est vraiment les tendances que ça dégage. C'est plutôt ça qui est important. Donc si on continue, voilà. On va pas continuer à vous faire l'apologie du contenu. Je pense que vous êtes convaincus, vous voyez dans vos usages personnels. Voilà, donc les grandes tendances qui se dessinent aujourd'hui en 2016, c'est donc, on parlait. Ouais, du coup, on se rend compte qu'il y a une adaptation, en fait, des modes de communication au niveau canaux de diffusion. Donc, ce qui nous amène vraiment, voilà, la consommation sur mobile. Et le contenu, en fait, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, notamment parce que Google a décidé que ça serait l'avenir, entre guillemets, du bon positionnement chez eux. Donc ça veut dire que plus on va avoir un contenu de qualité, et plus Google le prendra en compte comme étant quelque chose de référent, et donc du coup, ça permettra de truster les premières places. Voilà. Donc tout le monde a compris que c'était un véritable enjeu pour se démarquer, pour remonter dans les positionnements Google. Donc tout le monde essaye, voilà, de se mettre à jour. On voit aujourd'hui qu'un site qui a une vidéo sur son site a beaucoup plus de chances de remonter en première place. Enfin, si elle est bien indexée. Voilà, si elle est bien indexée et qui va remonter par rapport à un autre site identique mais sans vidéo. Donc c'est un véritable impact. Donc ça, tout le monde l'a bien compris. Donc du coup, on retrouve la vidéo dans les tendances, forcément. C'est un véritable enjeu. On voit sur plein de sujets, c'est-à-dire que Facebook, YouTube, Twitter, tout le monde, voilà, intègre ce média. Une consommation donc de plus en plus sur les téléphones mobiles et qui va s'accroître.
et une diffusion sur les réseaux sociaux, effectivement, qui aujourd'hui voilà, continue son essor. Ça, c'est aussi quand même la beauté de la chose, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, on était quand même très tributaire de Google. Aujourd'hui, sans pouvoir s'en approcher complètement, on a quand même une voie parallèle via des plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, même si c'est toujours le Google, qui nous permettent d'aller s'approcher un peu du référencement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un autre mode de communication qui est autour des réseaux sociaux, qui parle de viralité, ce genre de choses, qui vraiment amène, qui pousse le contenu justement et qui permet d'être partagé, relayé, parfois même déformé. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, donc, la dernière tendance, vraiment avoir un contenu de qualité, voilà, pour que derrière les moteurs de recherche vous indexent beaucoup mieux. Donc, ça, c'est des points importants. Je voyais Nadine qui posait une question assez intéressante. Donc bonjour Nadine. Ces tendances sont aussi valables sur le B2B. J'ai fait une présentation il y a 15 jours sur le sujet, donc je crois que le webinaire est encore en replay aussi sur la plateforme Webikeo. Mais je serais ravi d'échanger un peu plus sur ce sujet parce que je m'occupe aussi de l'activité B2B. Mais c'est vrai que ces tendances, elles souvent aussi, la vidéo, elle revient dans les parcours de décision justement des décideurs B2B, notamment dans des cycles d'achat qui sont plus longs, des cycles de décision qui prennent plus de temps. On va avoir un impact de ce type d'approche. Du coup, si on continue, tu vas nous parler un petit peu des objectifs du contenu, qu'est-ce qu'on peut faire avec du contenu? Voilà, donc pourquoi le contenu, c'est-à-dire pourquoi il y a une guerre qui s'amorce effectivement là-dessus. Il y a plusieurs enjeux, donc ce qui est important, ça va être pour vous de vraiment définir les objectifs de votre contenu, donc faire en sorte que voilà, de partager des contenus, mais encore faut-il le partager dans les bons endroits et il faut que ça réponde en fait à des objectifs. Donc on a principalement des contenus donc éditoriaux, commerciaux ou sociaux, ou des contenus vraiment à un mode pour tout ce qui va être expérimental en fait, expérience. Donc du coup, tout ce qui va être éditorial, ça va être pour raconter une histoire globalement. Tout ce qui est commercial, pour inciter un achat ou un lead, donc faire de l'acquisition, de vente ou de prospect. Ou tout ce qui va être social, donc pour interagir, viraliser, faire en sorte que les gens partagent ce contenu-là. Et voilà. Et puis dans tout ce qui va être expérience, ça va être faire découvrir ma marque à travers d'autres personnes. Que ça soit par des interviews, ce genre de choses, quoi. Donc voilà un petit peu les objectifs qu'il faut d'un contenu en fait aujourd'hui sur Internet. Et donc ça nous amène au point suivant, qui est de se dire justement qu'est-ce qu'on va appeler un contenu et comment on peut le produire pour répondre à ces objectifs. Voilà, donc un contenu aujourd'hui pour moi c'est assez large. Ça peut être un article, on en a parlé, les vidéos également. On peut aller beaucoup plus loin, se dire des outils d'aide à la décision. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant des années chez American Express, on avait des petites calculatrices sur le site qui permettaient à quelqu'un de définir avec ces dépenses-là tous les jours dans ma petite entreprise, je vais gagner tant de points et je vais pouvoir à la fin de l'année m'offrir tel type de rewards. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte et qu'on peut considérer comme du contenu et qui apportent de la valeur, comme vous pouvez le dire par avant. Donc quand on veut travailler sur le contenu, quand on veut généralement produire des ventes ou engager ses clients, il y a plusieurs façons de le faire. On peut tout à fait travailler sur une brique plus émotionnelle, et ça reste aussi valable en B2C qu'en B2B, et le rationnel. C'est-à-dire qu'on se rend compte généralement quand on fait des tests que ce qui marche le mieux, c'est une combinaison des deux. Donc si on est plus dans l'émotionnel et qu'on veut vendre, il va falloir inspirer. Instagram par exemple et la photo, c'est généralement un bon levier pour le faire. Si on veut vendre et être plus dans le rationnel, on va falloir convaincre. Donc c'est exactement le cas d'un livre blanc en B2B ou d'un guide qui va aider un consommateur à bien choisir les radiateurs pour son intérieur ou comment faire sa rénovation, des choses comme ça. De la même façon, pour engager, on va être souvent plus dans le ludique, donc on va essayer de divertir pour jouer sur l'émotion, ou d'éduquer, d'inventer des serious gaming par exemple, pour jouer plus sur la partie rationnelle. Donc tout ça, ça va en fait amener des enjeux pour vous. Donc il y a des enjeux pour le e-commerce et la génération de leads. Donc voilà, Guillaume va vous expliquer un petit peu quels sont ces différents enjeux. Donc on est bien d'accord. Aujourd'hui, ces enjeux, c'est d'abord susciter l'intérêt de votre cible, susciter, voire détecter, parce qu'il y a des moyens de diffusion de votre contenu qui vont vous permettre à la fois de le pousser et de pousser plus sur des cellules de consommateurs qui seront appétents pour ce type de contenu. Ensuite, l'amélioration de l'image de marque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire tenez, prenez un coupon, allez acheter ma marque. Il va falloir un travail en amont, donc on doit travailler sur ces aspects-là. Ma marque, elle veut dire ça. Mon produit, on l'a pensé comme ça parce que ceci. Et de plus en plus, les consommateurs vont être dans ce désir
d'identification et puis de sens. Enfin, on se rend compte, là je suis plus dans une dimension marketing que advertising, c'est on va créer des audiences par son intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut vendre même, c'est un produit bête comme un blender, on va donner un guide les 5 meilleurs blenders, par exemple, la sélection des blenders pour faire des smoothies cet été. Et on va voir les gens qui vont cliquer sur ces contenus. On sait que c'est ces personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. On va pouvoir créer ensuite des audiences de remarketing. Ça, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'on va avoir détecté un intérêt, on va faire susciter une envie, et on va ensuite suivre les gens en remarketing avec des dispositifs de contenu également. On va pouvoir continuer d'alimenter le client dans son processus de décision sur d'autres canaux comme YouTube ou sur du display, voire de l'email. Comment bien se préparer? Et là, tu vas me dire que c'est tout le temps à l'agence. On commence par... Alors, on commence par déjà tout commence par un projet, hein, donc il faut bien gérer son projet. Alors, on a mis une petite illustration que j'aime beaucoup qui vous montre un petit peu, voilà, les problématiques qu'on rencontre quand on fait quand on met un projet en route. Donc, la gestion de projet, en fait, c'est tout simplement des coûts, des délais et une qualité. Donc, on retrouve un petit peu, voilà, sur les cercles. Voilà, on veut des choses qui soient faites rapidement, de bonne qualité et pas chères. Ça existe. Et alors, les trois ensemble, jamais. Donc, voilà, on n'a jamais quelque chose qui est fait très rapidement, qui coûte rien et qui est de bonne qualité. Voilà, la plupart du temps, c'est toujours un petit peu, voilà, c'est des chimères qu'on suit. Ce qui est important là-dedans, c'est de se dire, voilà, quand on veut des choses qui soient, quand c'est fait rapidement, pas cher, c'est laid. Quand c'est de bonne qualité et que c'est rapide, c'est cher. Quand c'est pas cher et de bonne qualité, c'est lent. Et voilà, un bon projet, c'est une espèce de somme de ces trois cercles avec une bonne gestion, voilà, là-dedans. Là, il y a un enjeu pour la production de contenu parce que oui. il y a des domaines où il faut absolument que ce soit de bonne qualité. On pense par exemple à l'univers du luxe, on va pas s'amuser à sortir des trucs complètement pourris. Dans d'autres cas, c'est une guerre, faut pouvoir aller vite, ou le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut pouvoir construire des dispositifs complets, et là, on va peut-être éventuellement renier un peu sur la qualité. Donc, il y a aussi des leviers qui vont fonctionner comme ça. Je pense à Snapchat. C'est ça, il y a des lieux qui sont plus intéressants que d'autres. Voilà, où on va pouvoir pousser du contenu de moins bonne qualité, des lieux où c'est plus difficile de pousser, voilà, des choses, il y a des lieux où il faut plutôt être dans la bonne qualité. Voilà, tout ça c'est à gérer, à voir un petit peu suivant les lieux de diffusion. Voilà ce qu'on va mettre en action dans les différents projets entre voilà, la rapidité d'exécution, le fait que ce soit pas cher ou que ce soit de bonne qualité. Et vous avez bien entendu, pour gagner cette guerre, il y a des fois, oui, il va falloir peut-être accepter de dégrader la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir quelque chose de complètement ridicule, mais il y a des leviers qui s'y prêtent mieux, je parle de Snapchat, et gagner la guerre du contenu, ça veut dire être présent forcément au bon endroit. Donc si votre clientèle, par exemple, est plutôt jeune, vous êtes sur Snapchat, il va falloir produire souvent, parce que Snapchat, on est sur du contenu éphémère, par exemple. Donc là, c'est vraiment la quintessence de ce diagramme, c'est-à-dire qu'on doit produire souvent, pas trop cher, et la qualité, on est d'accord pour la baisser. Alors, c'est une position, vous croyez vraiment au contenu sur Snapchat. Ça dépend quel type d'objectif vous avez. Si vous voulez développer votre marque, développer son image, toucher une cible jeune, c'est dommage de ne pas être sur Snapchat. Maintenant, on voit de plus en plus, on travaille pas mal avec les influenceurs, on a un pôle qui est en lien avec les influenceurs, et de plus en plus, ils nous disent, Instagram, on est déjà à un niveau de plateau, ils voient pas de croissance sur leur compte, où elle est assez minime. Par contre, là où ils voient la croissance, c'est sur Snapchat. Donc nous, on sait que sur certaines émissions, il va falloir qu'on monte sur Snapchat, mais c'est pas un levier qui est encore bien maîtrisé par les agences. Non, mais c'est comme tous les autres leviers, c'est-à-dire qu'il y a des leviers comme Instagram, ce genre de choses. Au départ, personne n'y croit, et puis à un moment, quand il y a certains acteurs qui commencent à s'y mettre, et puis que la cible répond entre guillemets, après ça devient incontournable. Donc je dirais ça fait partie des choses à suivre. Donc est-ce que ça va percer ou pas, ça on peut pas le savoir, mais c'est fort probable. On va continuer. On pourrait faire un webinaire, je pense, sur Snapchat. Donc, chez eux, on va être obligé de continuer pour rester dans le sujet plus généraliste du contenu au global. Et donc, bien travailler son contenu, c'est évidemment commencer avec un cahier des charges solide. Là, notre homme, aux larges épaules, qui est le mieux placé. Voilà, donc pour bien écrire son cahier des charges, tout démarre avec effectivement un bon brief.
Donc, je vous ai mis un petit peu les étapes qui sont importantes à respecter, hein, si vous voulez bien démarrer un projet, faire en sorte que tout se passe bien, notamment avec les différents partenaires que vous allez mettre sur votre projet. Donc, au départ, on va s'occuper du coup du contexte. Enfin, faut vraiment bien expliquer le contexte, la problématique que vous avez et la cible que vous souhaitez toucher. Et alors le point d'après qui est vraiment très très essentiel, c'est les objectifs que vous visez. Et les objectifs que vous visez doivent être en adéquation avec votre stratégie, la stratégie vraiment de votre marque. Donc ça, c'est le point le plus important, c'est-à-dire que si vous créez du contenu sans avoir d'objectif et sans que ça soit lié à votre stratégie, votre contenu, il y a peu de chances qu'il aboutisse, ça va servir à rien, ça va être des efforts qui ne vont pas payer. Ça, on voit encore pas mal. Oui, ça, on voit beaucoup. Des contenus, je vais dire, pas pour amuser la galerie, mais justement, qui sont plus pour faire plaisir à l'annonceur ou au directeur à l'intérieur ou au DG, etc. Alors, on vous demande du contenu et généralement, on produit du contenu sans trop savoir pourquoi. On sait qu'on doit en faire et donc du coup, on va faire ou des vidéos ou peu importe, mais on le fait sans que ça soit vraiment lié à une stratégie derrière. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, quand on parle de contenu de qualité, justement, c'est derrière, il y a vraiment des objectifs. Ensuite, dans votre brief, il faut bien indiquer les messages à faire passer, ça c'est important, notamment si vous avez des partenaires qui vont travailler pour vous. Ensuite, définir le périmètre du projet et une description fonctionnelle, et puis définir un budget, un planning. Alors un budget, en règle générale, il y a beaucoup d'annonceurs qui proposent justement qui font des briefs sans donner de budget, et derrière, c'est délicat pour les agences qui vont travailler derrière, parce qu'on peut tout imaginer à n'importe quel prix. Ça, c'est quand même assez gênant. Nous, quand on répond par exemple à des appels d'offres pour tout type de projet, que ce soit du contenu ou autre, quand il n'y a pas d'idée de budget, c'est très compliqué parce qu'on peut partir dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment, le budget et le planning, ça permet de cadrer et d'avoir des solutions concrètes derrière si vous faites appel à des partenaires. Une question intéressante de Pablo qui est: est-ce que vous utilisez parfois le mind mapping pour faciliter l'échange client? Et c'est vrai que de plus en plus, nous, on monte sur la réalisation du brief avec le client. Souvent parce que notamment dans le contenu, on se rend compte qu'il y a des clients qui n'en faisaient pas, donc ils vont être mal équipés pour dire il faut que je fasse ça, il faut que je parle de persona ou tel ou tel sujet. Donc ça nous arrive de plus en plus de monter justement sur la co-rédaction d'un brief. Et donc oui, après on utilise différents types de techniques. Oui, parce que souvent en fait, on se rend compte que le brief, il y en a pas, et donc pour les agences qui répondent, généralement c'est eux qui font le brief. Donc ou alors faut challenger le brief, des fois on se rend compte qu'il y a juste une petite. Donc si on continue, donc là c'est quelques astuces que tu as pour travailler les dispositifs locaux, médias plus des dispositifs de contenu effectivement. Donc là l'idée c'est pour bien travailler vos dispositifs quand vous voulez mettre en place du contenu, commencez par bien définir l'audience, à qui c'est destiné. Essayez de concevoir des contenus originaux qui puissent se démarquer. Donc ça on l'a vu dans une stratégie effectivement où vous allez être un peu noyé dans la masse. C'est très important, justement, d'être un peu original, un peu décalé, ce qui va vous amener, l'opportunité peut-être d'être montré un petit peu plus que les autres. N'oubliez pas d'écrire pour votre cible, ça c'est important, en fonction de là où vous allez être diffusé. Donc quand on écrit sur Facebook, on n'écrit pas de la même manière que sur Twitter. Ça c'est très très important, il faut j'insiste là-dessus. Rendez votre contenu actionnable. Donc, quand vous créez du contenu, faites en sorte que derrière, il puisse y avoir des actions et donc on puisse ensuite aller à d'autres étapes, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est que le contenu, ça soit le départ d'une histoire, le départ d'un dialogue. Et donc, du coup, dernier point, engager effectivement la conversation, la relation. Donc, c'est vraiment amener les personnes, à interréagir, à prendre contact avec vous, en tout cas, aller plus loin dans la discussion. Ça, c'est vraiment important. Ça vous permet vraiment de bien démarrer, quand vous imaginez votre contenu, essayez de penser à tout ça pour que derrière, votre contenu, il ait son effet justement, qu'il soit pas juste là pour être lu, mais que derrière, il y ait vraiment des actions, qui puissent être démarquées. D'un parcours global d'acquisition. Réfléchissez bien à tout le parcours et où se trouve votre contenu dans ce parcours-là. Et donc, du coup, quelles sont les actions à générer derrière. Alors, dans cette présentation, parce que comme malheureusement on a pris un petit peu de retard au départ, on peut sauter quelques slides. Évidemment, vous pouvez la télécharger après. On a essayé de distiller quelques astuces. Donc sur les prochaines slides que je vais passer rapidement, c'est des astuces qui sont assez connues sur l'importance des titres par rapport à la copie.
c'est pareil, les différents niveaux de langage et de communication. Alors, je m'arrête juste 2 secondes sur ça, en fait, ce qui me paraît juste intéressant là-dedans. Ouais, c'est n'oubliez pas qu'un dispositif sur Internet utilise 3 niveaux de langage. Alors, on a fait le parallèle justement avec le niveau de langage entre 2 personnes. Les chiffres justement qui sont indiqués, c'est le niveau de langage c'est suivi d'une étude niveau de langage entre 2 personnes. Mais retenez bien que du coup, tout ce qui passe au niveau verbal, en fait, ça correspond que 7%. Donc globalement, votre contenu, c'est pas ce qui va accrocher au démarrage et ce qui va faire que les gens vont le retenir. On voit que ce qui est très important, c'est déjà votre mise en page et votre design, qui correspond en fait dans une relation, dans une interaction avec une personne. C'est une différence entre ce qu'on dit, entre la façon dont on dit les choses et dans le comportement. Donc on peut dire des fois certaines choses, mais votre comportement vous trahit et donc du coup la personne comprend autre chose. C'est la même chose pour vos contenus. On a fait un peu le parallèle parce que c'est important. Voilà, comprenez que votre design et votre mise en page, elle est aussi, voire plus importante parfois que votre contenu si vous voulez amener la personne à vraiment s'intéresser au contenu même de votre dispositif. Voilà. Très bien, merci Franck. Donc, je rappelle la dernière fois, parce que Jean-François, je ne sais pas si c'est un reproche, je ne sais pas comment prendre votre commentaire, c'est bien une reco d'agence. Nous, on est une agence, viens nous voir finalement avec un objectif, qui est un objectif d'acquisition client, de vendre en ligne. Notre expérience, elle est née de ça. Donc, on essaie à chaque fois d'apprendre des spécifiques qu'on monte, et donc notamment l'équation pour nous d'un marketing de contenu réussi, c'est ça, c'est on arrive à un impact et des résultats, et ça peut s'obtenir que quand on a du contenu de qualité qui est mixé avec une diffusion appropriée. Voilà. Après, je suis désolé si c'était blabla d'agence, on va pas avoir doute de ça. Merci au Jean-François pour cette clarification. On peut rigoler, vous inquiétez pas. S'il y avait eu son départ, on aurait pu se rigoler aussi. Donc je continue. Donc ça c'est pareil. Donc Jean-François nous dit c'est une remarque après 40 ans de collaboration. Cette slide elle doit avoir plus de 40 ans. Je vais en parler rapidement, Franck. Oui, là du coup on va faire rapide puisqu'on est pris par le temps, mais voilà c'est pour dire en fait que quand on ne connaît pas, quand on essaie de vendre quelque chose et que la personne en face ne vous connaît pas vos produits, connaît pas qui sont vos clients, connaît pas votre marque et ainsi de suite, on a peu de chance de vendre. C'est essayer de me vendre quelque chose alors que je connais strictement rien de vous. Et donc du coup le contenu il est là pour justement travailler ces questions-là qui vont être de notoriété, c'est-à-dire que on a tous tendance à se focaliser sur la transformation, comment essayer de vendre effectivement jusqu'ici, ce qui est un peu l'acquisition, c'est vraiment comment essayer de faire plus de ventes et puis de transformer les buts. Et aujourd'hui, on se rend compte que il y a une chose qui est très importante, c'est tout ce qui est influence, c'est tout ce qui est notoriété de la marque et ce genre de choses qui passe par justement un contenu, on va dire, de qualité. Pour revenir 2 secondes sur B2B, ça vient principalement du B2B, on se rend compte qu'il y a des marques sur le web qui arrivent à s'approprier des termes. Je pense par exemple au terme inbound marketing. Il y a une société qui a réussi vraiment à phagocyter, donc qui ont, je pense en partie créé ce terme et qui ont réussi après derrière à vraiment absorber toutes les recherches sur cette chaîne de caractères. Donc c'est intéressant de voir comment quand on a un concept fort et qu'on a créé suffisamment de contenu autour, et qu'on a des dizaines et des dizaines de decks notamment sur SlideShare, on arrive à s'approprier cette approche. On passe vraiment au nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'un contenu remarquable? Donc ça, tu vas nous donner ta définition, Franck. Alors, du coup, donc un contenu remarquable, c'est un contenu qui effectivement est bien taillé pour sa cible et qui fait donc du coup bien son job. Donc l'idée, c'est d'avoir un contenu de qualité, donc pertinent, adapté à sa cible, authentique et original. Ça veut dire que il y a un double sens dans le mot remarquable et qui vraiment est intéressant, qui est vraiment le fait de se faire remarquer et qui en même temps est de qualité. Donc, on est vraiment sur ces 2 aspects-là, c'est que derrière, c'est très très important d'avoir un contenu qui sorte du lot et qui soit justement bien adapté à la cible qu'on veut faire passer, puisque du coup il va y avoir un bon écho et en même temps avoir un côté un peu décalé, original, qui va permettre peut-être de la viralité ou ce genre de choses. Ça, tu as un bon exemple, on parlera après en termes de vidéo. Les avantages aujourd'hui d'un contenu remarquable de ton point de vue? Alors,
Donc les avantages, en fait, c'est simple, hein, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc on est là pour travailler son contenu et le faire de façon de qualité. Ça va vous apporter du trafic, en fait, sur votre site. Tout simplement parce que du trafic de qualité, ça va être mieux référencé sur Google et puis justement mieux partagé. Donc du coup, ça va vous apporter plus de monde et puis des personnes justement généralement plus qualifiées. Donc ça améliore votre référencement naturel. Donc ça va vous permettre d'être considéré comme étant spécialiste ou expert du domaine. Donc si vous écrivez, si vous avez un contenu qui est de mauvaise qualité, les gens vont vous dire que votre société elle est pas très performante. Si vous produisez un contenu qui est vraiment très sensé sur le sujet, derrière vous allez prendre du poids entre guillemets. Ça va vous permettre de générer des leads et puis d'augmenter vos ventes. Mais par contre c'est sur du moyen terme. Donc c'est quelque chose qui est là. Donc on parle pas vraiment de transformation immédiate, mais vraiment des choses qui vont venir appuyer avec le temps toutes vos acquisitions. Et c'est en ça que c'est très important parce que c'est intéressant d'avoir de travailler sa notoriété pour que ça vienne vraiment influencer vos ventes sur le long terme. Il y a quelques discussions rapidement là sur le chat autour du sujet de l'humour dans les contenus. C'est vrai que c'est un levier à ne pas négliger. Après, il y en a d'autres évidemment. Si on remonte jusqu'à Aristote, les 3 leviers de la persuasion, ethos, pathos, logos, donc la logique, l'empathie et ensuite tout le côté éthique. Donc ça, c'est intéressant évidemment de se reporter sur ces leviers de persuasion, puis d'arriver à les distiller en fonction du lieu. Et là, je pense que c'est notre prochaine slide. Et en fonction après du bon format par rapport au levier qu'on veut utiliser. Alors du coup, oui l'humour, mais par contre, faut pas non plus tomber dans des choses trop grossières entre guillemets. Donc faut être entre l'humour et ludique, mais faut pas non plus, faut pas faire que de l'humour quoi. Après justement, ça dépend vraiment des lieux de diffusion. C'est ça qui est le plus important. C'est vrai qu'on a pas mal d'acteurs, notamment dans la mode, donc on voit sur Instagram, il y a un petit côté décalé éventuellement, mais on est quand même là pour mettre en valeur des produits et donner envie. Il faut savoir jouer, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, sur chaque contenu. Donc quand on parle de contenu, en fait, tout simplement, un contenu, il y a de la vidéo, du texte, de l'image. Et après, tout ça, ça peut se mixer ensemble. On peut faire un webinaire, par exemple. Voilà, exactement. Après, on peut imaginer toutes sortes de dispositifs qui va combiner effectivement ce type de contenu entre le vidéo, les textes, l'image, le son, globalement. Là, on a fait à peu près le tour. Et il y a des lieux de prédilection entre guillemets pour chacun de ces types de contenus. Tout ce qui est vidéo, forcément sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tout ça, c'est en ce moment, c'est le sujet sur tous ces acteurs-là. Avec des acteurs notamment comme Facebook et LinkedIn qui lancent automatiquement les vidéos dans les flux. Tout à fait, ouais. Et puis qui sont vraiment en train de, même sur tout ce qui va être vidéo en live, ce genre de choses, tout ça, c'est des sujets très actuels. Tout ce qui va être texte, vous allez pouvoir pousser sur des blogs, pareil sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Outbrain, Taboola, AdWords. Là, Outbrain et Taboola sont des outils qu'on a maintenant, c'est des réseaux de ce qu'on appelle de discovery. Donc, ils vont en fait, si vous descendez sur un article en bas de page du Monde, par exemple, vous allez avoir des articles suggérés. Ils sont suggérés soit par Outbrain, soit par Taboola. Pour le Monde, c'est Outbrain. Donc, ces suggestions d'articles, ça permet ensuite d'aller promouvoir un contenu puis d'attirer des clients potentiels sur votre contenu. Donc, c'est un bon outil de diffusion quand on veut aller chercher spécifiquement des gens et faire de la promotion de son contenu. Alors, juste pour répondre à Amélie qui parle justement des newsletters, alors là, vraiment, sur la slide qu'on est en train de regarder, c'est vraiment pour un type de contenu, le lieu de diffusion. C'est que la newsletter, généralement, elle mélange du texte, de l'image, on mélange les médias sur ce type-là. Là, vraiment, ce qu'on dit, c'est que la vidéo, vous pouvez la pousser seule sur du YouTube, pour tout ce qui va être, c'est fait pour. Et pour l'image, c'est pareil pour Instagram, les blogs et Facebook, on peut vraiment pousser, juste ce média-là, juste le média image, on peut pousser sur ce type de lieu. Alors après, il existe plein de dispositifs où on peut tout mélanger et pour diffuser, que ce soit sur des newsletters, que ce soit sur des sites internet. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Apparemment, ça a sauté au moment d'expliquer Taboola et Outbrain. Il nous reste que 5 minutes de temps.
Donc, je pense qu'on va avancer. On a fait un webinaire sur le sujet, j'ai l'impression d'un disque rayé, mais il y a à peu près un mois sur le sujet justement du contenu et de la diffusion de contenu. N'hésitez pas à nous poser la question. Céline pourra vous envoyer, Céline, responsable communication, qui pourra vous envoyer les liens pour revoir ces contenus-là qui expliquent vraiment ce que font ces outils-là, comme de diffusion. On va essayer d'aller plus rapidement. On va peut-être zapper quelques slides, mais n'hésitez pas à regarder ces slides par la suite. Notamment, il y a quelques astuces, les astuces de Tonton Franck. On a mis nos astuces et quelques règles justement sur tout ce qui va être image, texte. Voilà, on a mis les règles un petit peu les règles à suivre si vous voulez faire des choses un peu de qualité. Donc tout ça, vous allez retrouver ça en fin de la présentation. Donc un contenu remarquable, comme on disait par essence, c'est la vidéo, parce que la vidéo, je pense qu'on est tous d'accord, c'est quand c'est bien fait, c'est un contenu de qualité, c'est engageant, c'est pertinent, c'est très adapté aux usages qu'on a vu aujourd'hui en termes de mobilité, de consommation, ce qu'on appelle snacking de contenu. Ça reste original parce que c'est pas encore surexploité. C'est très authentique quand, par exemple, on va aller filmer des témoignages, filmer des expériences clients, des expériences utilisateurs. Donc, ça peut être vraiment très bien fait. Voilà, faut pas oublier que la vidéo, c'est aussi là pour effectivement booster vos campagnes de marketing, voilà, influencer vos parcours d'achat et puis vraiment augmenter vos taux d'engagement. Tout ça, voilà, il y a des stats autour de ça qui montrent que vraiment c'est un véritable impact. Et puis surtout, c'est un gros sujet sur tous les acteurs comme Facebook, Twitter, LinkedIn encore. Où chacun est en train de faire, voilà, chacun pousse ses solutions en ce moment. C'est un gros sujet. Juste là. Ouais, donc on va. Là, on va zapper un petit peu parce que il reste 4 minutes. Ouais. Je fais juste très vite. Là, on vous a mis. Il est incorrigible. Hein. Là, on vous a mis les astuces. On n'a pas tenu sa deadline. Non. Ça, c'est juste pour vous dire que voilà, si vous retrouvez un petit peu quand vous savez pas quel type de vidéo faire ou si vous n'avez pas assez d'idées pour faire des vidéos, ici vous en avez. Donc vous pouvez trouver différents types d'idées pour faire des vidéos. Donc ça, c'est important. Ça va vous permettre de produire du contenu. Ici, sur la vidéo sociale, ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, les vidéos qui sont relativement courtes, c'est celles qui se partagent le plus. Et que effectivement, quand on dépasse la minute de vidéo, les gens stoppent. Donc ça sert à rien de produire des vidéos qui font 10 minutes, personne ne les regarde, donc c'est pas et ça se partage pas. Voilà, ce qui est important, c'est sur Facebook et YouTube. Sur les deux, vraiment, je vous conseille de mettre des sous-titres. Il y a un véritable enjeu, même en termes de référencement, justement. Mettez des sous-titres à vos vidéos, même sur Facebook, quand la vidéo, justement, se lance, le son est coupé. Et le fait d'avoir des sous-titres, ça permet aux gens d'accrocher sur la vidéo. Ça, c'est très important. Et sur YouTube, mettre des sous-titres, ça permet aussi d'améliorer votre référencement. Alors, ça, c'est des points importants pour les sous-titres aussi, c'est qu'il ne faut pas les intégrer directement dans la vidéo. Il y a des pour faire ça proprement. Voilà, n'intégrez pas dans la vidéo, effectivement, les sous-titres, mais utilisez un format, le format SRT, généralement, qui vous permet, effectivement, de créer des fichiers de sous-titres. Là, on vous a fait une slide, on va passer rapidement. C'est comment produire, justement, si vous ne savez pas comment démarrer. On vous a mis un petit peu ce qu'il faut faire, planifier un tournage, préparer votre matériel, réaliser votre montage. Quelques astuces derrière pour justement, voilà. Nous, il nous semble que c'est important d'investir dans un petit peu de matériel. Voilà, un pied, deux lumières, un pied, un micro, et puis prompteur. Et un prompteur, c'est effectivement, c'est pas mal. Marotte, ça. Voilà. Faire attention au lieu de votre tournage, que ça soit bien insonorisé. Surtout, très important, quand vous faites de la vidéo, vérifiez bien que vous avez le droit à l'image des personnes que vous filmez. Et faites signer des papiers de décharge parce qu'après, vous pouvez avoir des procès. Donc ça, c'est un point très important. Voilà. Et puis, on n'obtient pas la qualité forcément dès le départ, donc persévérer. C'est un bon exemple derrière. Voilà. Donc juste derrière, on va vous montrer. Ça, c'est des vidéos qui ont été faites de notre cher président, François Deltour, qui du coup, donc sur la première qui est en bas à gauche, c'est des vidéos qui ont été faites à l'aide de portables. Donc c'est vraiment, voilà, on voit bien que la qualité, elle est médiocre, voilà, mais ça permet quand même de pousser du contenu. On a une vidéo intermédiaire au milieu où on a voilà quelques lumières et puis donc on voit qu'on est un peu plus équipé. Et ensuite, on a une vidéo faite par un professionnel en haut à droite où on voit que la qualité, elle est vraiment là. C'est beaucoup plus plaisant à regarder et voilà. Donc oui, il a l'air sympa, c'est tout à fait sympa. Donc comment tenir sa longueur, on va vous donner aussi quelques astuces.
Donc rapidement, l'idée de tenir sur la longueur, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, c'est qu'il ne faut pas se réveiller au dernier moment et donner tout son effort d'un coup. Il faut travailler sur le long terme. Une bibliothèque de contenu, ça se construit. Et il faut avoir prévu que c'est un plan à l'année. Alors on peut regrouper des périodes de production, hein, ça ne dit pas qu'il faut produire au fur et à mesure, mais il faut prévoir d'avoir du contenu seulement pour tenir dans le temps. Merci Jean-François. C'est gentil. Voilà, donc le lièvre, il serait en orange, il produirait tout son contenu à la dernière minute, etc. Et il produirait et posterait forcément tout. La tortue essaierait d'avoir une présence dans le temps, d'être originale dans le temps. Et donc, comment on tient cette durée, qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de dispositifs de création de contenu, en fait, qui sont disponibles. Nous, on va parler de co-création quand on va travailler, par exemple, avec des influenceurs de son domaine. Donc, on va aller chercher des blogueurs qui vont écrire des contenus à propos de la marque, à propos d'un produit, ils vont essayer une solution. On parle de co-branding quand on va être dans en fait une collaboration, co-branding, justement, je l'explique, une collaboration entre une marque et un média. Par exemple, c'est des dossiers qu'on va faire avec la presse. Donc, on va travailler avec un groupe digital, on peut travailler avec les numériques, on peut travailler avec French Web pour produire un contenu avec la marque. Donc là, on va être sur du co-branding. Un bon exemple, B2C, B2B, on a travaillé avec la rédaction de l'Express pour aller justement produire des contenus pour aider certains de nos annonceurs à avoir des contenus plus intéressants et plus pertinents pour leur audience. La marque média, elle va pouvoir aussi pousser sur ses audiences, donc il y a une vraie pertinence aussi pas seulement de production de contenu, mais de diffusion. Et enfin, la marque va pouvoir aussi produire ses propres contenus. Et nous, on estime que ce ratio de co-création, co-branding doit évoluer dans le temps. C'est-à-dire que travailler avec des influenceurs, c'est bien pour se faire connaître. Par contre, quand on arrive à un moment où la marque est bien connue et elle veut se convaincre, c'est mieux d'être souvent d'apporter aussi ses propres réponses. Donc, on va travailler un petit peu comme ça. On arrive vers la fin de ce webinaire. Je pense qu'un point important, c'est peut-être qu'on présente comment toi tu travailles au studio en une petite minute, notamment avec ton réseau de partenaires sélectionnés. Oui, alors voilà, juste pour terminer, donc les histoires de la performance, c'est très important quand vous lancez dans du contenu, vérifiez toujours un peu les impacts que vous avez et mesurez pas forcément les impacts directement du retour sur investissement, mais vraiment les impacts même de notoriété, ce genre de choses. C'est que la performance c'est différent du retour sur investissement. Donc visez bien la performance et pas le retour sur investissement, puisque derrière vous avez un enjeu sur du long terme. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire des tests AB, changer les créas, voilà, bouger entre guillemets, changer les choses, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus pour que. C'est pas une guerre de tranchées. Voilà. Et donc voilà, utilisez des solutions qui vous permettent d'avoir quelques retours sur ce que vous faites. Ça c'est important. Vite fait sur le studio, dont je m'occupe. Donc nous on travaille avec une sélection de talents, donc on travaille avec des partenaires, plus d'une vingtaine de partenaires de qualité, qu'on sélectionne des rédacteurs, des graphistes. Donc c'est autant dans le texte, même dans l'image. Voilà, on a des monteurs, on a des cadreurs, enfin voilà, tout type de personnes qui nous permettent de créer du contenu de qualité. Et on organise, on forme un petit peu tout ça, donc voilà, ça c'est important. On a des méthodes et des process, donc on a des spécifications techniques pour nos livrables, on a des chartes partenaires justement pour ceux qui travaillent avec nous, on utilise on utilise justement des briefs de qualité comme on vous a montré tout à l'heure pour piloter nos projets. L'idée c'est effectivement de vous emmener, de continuer à performer, notamment quand vous avez utilisé plusieurs leviers justement qui vous permettent de faire des acquisitions. On est là pour justement booster un petit peu vos acquisitions ou vos ventes avec justement du contenu un petit peu plus travaillé, un petit peu plus décalé, un petit peu plus adapté tout simplement. Voilà. Je pense que ce qu'on va faire, c'est on va passer à des questions si vous en avez. Il y avait Jospin notamment qui nous posait une question qui était sur le tracking. Je crois qu'il y a une slide qui est juste avant sur ce sujet. Nous, on estime que le contenu, ça va forcément être dans un dispositif multicanal. Et donc, nous, on a une plateforme de tracking propre qu'on a développée depuis une quinzaine d'années qui nous permet de suivre l'ensemble des points de contact avec le client pour juger justement de l'efficacité de chacun des contenus.
Donc allez-y si vous avez des questions. Voilà, je vous passe. On en parle sans problème. Là, je vous montre un petit peu ce que vous aurez en annexe, justement les règles pour le graphisme, pour la rédaction, voilà, pour les éléments marketing, pour la vidéo. Ça vous donne un petit peu, voilà, ça vous donne un petit peu les. Alors, il y a une question. D'après vous, est-ce que la newsletter est morte? Je crois que c'est pas du tout le cas. Ah non, non, la newsletter n'est pas morte du tout. Il y a plein de choses qui justement permettent de réactiver un petit peu les newsletters. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les gifs animés qui apportent qui peuvent constituer un vrai dispositif justement dans vos acquisitions, que vous pouvez en plus intégrer dans la newsletter, ce qui fait que ça dynamise un petit peu ce média. Et notamment donc en B2B, la newsletter est loin d'être morte. Donc, oui, et puis même en B2C, on voit qu'il y a des My Little Paris, par exemple, qui sont créés juste sur la base d'une newsletter, avant même d'être un site. Donc bien fait. Encore une fois, hein, si votre newsletter elle est dans la catégorie contenu remarquable, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on bosse aussi avec des PME? Tout à fait, on bosse avec des petites entreprises qui se lancent, ou même des sociétés de 10-12 personnes qui existent depuis des années. Donc oui, on sait faire. Je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. On a un petit peu dépassé. On avait aussi perdu un petit peu de temps malheureusement au départ avec un souci technique. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne Webikeo pour avoir justement nos prochaines discussions. Et on espère que vous gagnerez rapidement et facilement la guerre du contenu.